Alors, plutôt que de parler de folie et de déraison, c'était un peu provocateur dans le titre de la conférence, je préfère parler de processus excessifs normaux. Alors, pourquoi de processus excessifs normaux? Ça va être la première étape de la normalisation. C'est parce qu'en fait, tout le monde, alors je vais reprendre l'expression de Joël Chuanek, qui appelle ceux qui ne sont pas dans la psychose les neurotypiques. Donc tout le monde, même les neurotypiques, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans la psychose, peut être victime de certains symptômes de la schizophrénie. Donc en avoir conscience, c'est aussi une manière de pouvoir mieux aider les personnes qui en sont victimes en permanence. Donc en fait, ils ne sont pas à part de l'humanité, ils ont des symptômes, et c'est des symptômes qu'on peut tous avoir. Mais ces symptômes-là sont, de mon point de vue, dus à des fonctionnements excessifs. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Alors, la première chose, il y a deux types de symptômes. Les symptômes qu'on appelle positifs. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont positifs dans la vie de la personne, c'est-à-dire qu'on les voit. Les symptômes positifs, ils sont de 5 ordres. Ils sont liés à nos sens. Donc, nous avons tous 5 sens. Enfin, en principe. Donc, il y a par exemple la vision. Donc, sur la vision, une personne schizophrène, par exemple, peut avoir des hallucinations qu'on appelle visuelles. Dans mon expérience d'accompagnement, parce que j'ai beaucoup interrogé les personnes que j'accompagnais pour essayer de me comprendre, j'ai rarement entendu quelqu'un qui voyait vraiment des choses, comment dire, des formes réelles. En général, c'est plus moi, ce qu'on appelle des fausses frênes, des taches de lumière au-dessus des personnes, enfin, c'est plus des, je ne saurais pas trop comment dire, enfin, des choses un peu abstraites, c'est pas des choses très concrètes. Sur les hallucinations visuelles en général. Après, il y a les plus connus, les voix, donc là ça fait appel au sens de l'ouïe. Donc en fait, c'est des hallucinations auditives, là c'est souvent des voix assez claires et nettes. Les voix sont souvent, très souvent, en grande majorité négatives. Elles disent des choses qui ne sont pas très sympathiques, qui sont très déstabilisantes pour les personnes et qui sont très difficiles à appréhender et à vivre avec. Même si aujourd'hui il existe des techniques pour apprendre aux personnes à vivre avec, c'est quelque chose de très difficile. Souvent les voix sont méchantes, poussent la personne soit à se suicider, soit à l'insulte, à insulte les autres, enfin c'est très dur à supporter. Après, quand même, ça existe, les hallucinations olfactives. Alors là, pour vous donner un exemple, j'avais une personne qui pensait qu'elle sentait les excréments en permanence. Du coup, elle n'arrêtait pas de se laver tout le temps, et elle se lavait tellement souvent qu'en fait, elle avait la peau qui s'abîmait, en fait. Parce qu'elle avait tout le temps l'impression de sentir mauvais. Et puis ensuite, ça, j'en ai rarement vu, mais ça existe aussi les hallucinations gustatives. Donc, ça peut aussi arriver. Il y a une dernière, c'est la 5e, ce sont les hallucinations kinesthésiques. Donc là, c'est le toucher, en fait, c'est des sensations, alors elles peuvent être de plusieurs ordres, ça dépend des gens, ça peut être des sensations de fourmillement, comme ça, mais ça peut être aussi des sensations que quelqu'un les touche, ou quelque chose les touche dans leur corps. Donc ça, c'est des symptômes qu'on appelle positifs. Et il y a aussi les symptômes qu'on appelle négatifs. Alors, les symptômes négatifs, ils correspondent plus à une diminution des fonctions normales. Donc, ce qu'on peut retrouver là-dedans, c'est un terme qu'on emploie souvent qui s'appelle l'incurie. Ça veut dire que l'incurie, on se laisse aller au niveau de l'hygiène. On ne se lave plus, on laisse aller au niveau de l'appartement, on laisse les ordures traîner. On est sale sur soi. Alors parfois l'incurie, ça peut avoir une fonction d'être sale et de se sentir mauvais, c'est de mettre les autres à distance, de pouvoir justifier ses propres sentiments de persécution. Donc je dis toujours que quand on va travailler sur l'hygiène, il faut faire très attention à comment on travaille, ça se réfléchit vraiment bien, parce qu'en fait c'est aussi une stratégie pour la personne de pouvoir se mettre à distance des autres, même si ce n'est pas forcément supportable pour nous, les gens qui accompagnent, d'avoir une personne qui se sent mauvais à côté de soi, ça a une fonction pour elle aussi. Une fonction qui peut être importante. Donc l'hygiène, ça se travaille, on peut travailler ça avec la personne, mais ça ne se travaille pas n'importe comment, il y a des techniques, on en parlerait aussi plus tard, comme dans la communication non violente, par exemple. Plutôt que de dire tu pues, on peut dire je suis un peu dérangé dans l'odeur, utiliser le je plutôt que le tu. Donc ça, c'est des choses que je pourrais dire, c'est des techniques en fait qui permettent d'approcher des thématiques compliquées d'une manière délicate. Et puis sans éveiller un sentiment de persécution avec la personne. Alors, dans les symptômes négatifs, il y a aussi tout ce qui est manque de motivation, la clinophilie, rester au lit pendant des heures sans se lever. Il y a, j'ai du mal avec le terme, je suis désolé de la prononciation, la procrastination. Voilà, aidez-moi, j'ai un peu du mal avec le terme à chaque fois.
Donc ça veut dire remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et puis il y a aussi, parce que j'avais discuté avec une personne qui m'avait bien fait prendre conscience de ça, c'est aussi par exemple d'aller ne serait-ce qu'à la CAF pour faire un papier. Elle me disait, mais tu te rends compte, il faut que je me sorte du lit, il faut que je sorte dehors affronter plein de gens qui sont méchants, que je monte dans le bus où il y aura plein de monde, ça va puer, où les gens vont m'embêter et tout. Et après, une fois que là-bas, je vais attendre 2 heures dans une salle avant que quelqu'un vienne me recevoir, il va falloir que je parle à quelqu'un, je ne sais pas quoi lui dire. Et bah, je me suis dit, finalement, je préfère rester au lit. Il y a trop de danger à sortir. Donc en fait, dans une personne schizophrène, pas toutes, mais certaines vont se dire qu'il y a beaucoup d'étapes. Pour pouvoir simplement sortir dehors et aller à la CAF, bah, ça représente un effort qui paraît complètement surhumain. Donc on peut travailler avec une technique des escaliers, c'est-à-dire en fixant des petits objectifs, déjà se lever du lit, ensuite sortir juste dehors 5 minutes. Enfin, il y a plein de techniques comme ça qu'on pourra aborder aussi après. Alors, dans la normalisation, quelque chose qui est très important, la première étape, c'est de dire aux personnes qu'elle n'est pas seule. Alors ça, j'ai remarqué qu'on est dans la phase de non-conscience et que je commence à accompagner quelqu'un qui rentre dans la maladie, pas tout le temps, mais très souvent, la personne, elle pense qu'elle est toute seule à vivre ça. C'est-à-dire qu'elle a honte, parce qu'elle pense qu'elle est la seule à vivre, à entendre des voix comme ça, à vivre des choses comme elle le vit. Du coup, elle se sent complètement désemparée et souvent, elle a très très honte. Du coup, une des premières choses que je fais, souvent, c'est que je dis à la personne, sans révéler les noms, je dis, tu sais, j'accompagne d'autres personnes, il y a un tel, il est comme ça, il entend des voix, il fait des choses. En fait, je lui donne des éléments de comparaison pour pouvoir essayer de favoriser la parole avec lui et lui montrer qu'il n'est pas tout seul à vivre ce qu'il vit. Il y a d'autres personnes que lui qui entendent des voix, il y a d'autres personnes que lui qui font des visions, il y a d'autres personnes que lui qui ont du mal à se lever le matin, il y a d'autres personnes que lui qui ont des problèmes d'hygiène. Donc le fait de lui montrer qu'il n'est pas tout seul à vivre ce qu'il vit, déjà ça peut contribuer à un peu le rassurer et à instaurer une relation de confiance avec la personne. Donc en général, c'est la première étape que je fais dans la normalisation. La deuxième étape, il y a un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Daniel Dennett, D-E-N-E-T-T. Lui qui... là, je vais vous faire passer ça, je vais vous montrer. Daniel Dennett, alors lui, il dit que en fait, notre cerveau passe son temps à nous illusionner, à nous tromper. Alors il est un peu provocateur, il dit carrément que le conscient n'existe pas. Il dit qu'en gros, le libre arbitre n'existe pas du tout, puisqu'on est complètement orienté par notre cerveau. Et notre cerveau, il a plusieurs arguments là-dessus. Un des arguments, c'est que notre cerveau, déjà, il est limité dans sa capacité. Il n'est pas infini. Donc du coup, quand on prend une décision sur quelque chose, on la prend sur certains éléments contextuels que notre cerveau emmagasine, mais pas tous les éléments. On est obligé d'en laisser parce que notre cerveau ne peut pas traiter tous les éléments d'une situation. Il est obligé d'en sélectionner certains. Donc de ce fait-là, on ne peut pas être objectif. Et du coup, on est obligé d'avoir des croyances ou de prendre des décisions sur des éléments qui sont limités par notre capacité du cerveau.